Bonjour à tous. Je crois qu'on va démarrer. Comme ça, on respectera les délais. Donc, je me présente quand même. Je suis Delphine Godest. Je suis directrice de l'association ALAP et je suis depuis 2 ans présidente, bientôt 2 ans, présidente du réseau Graal. Voilà. Vous dire que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, de vous accueillir ici, parce que depuis, j'ai envie de dire, le dernier rendez-vous du Graal, c'était en décembre 2019, donc bientôt 3 ans, qu'on n'a pas pu se réunir pour un rendez-vous. Donc on est vraiment très content de pouvoir reprendre ça. La crise Covid ne nous a pas permis de le faire pendant un peu plus de 2 ans, donc ça c'est un bon retour. Voilà. Vous dire aussi que ce rendez-vous qui existait, il a été un peu revisité puisque le réseau Graal s'était positionné sur un appel à manifestation d'intérêt de l'ARS, il me semble de 2019, je n'ai plus les dates en tête, sur la transformation de l'offre. Et qu'on avait proposé ce rendez-vous comme un événement annuel ou bisannuel, il avait été retenu de façon bisannuelle, pour participer à la transformation de l'offre, mais du coup, si on change un peu ces termes, pour participer en tout cas à mettre en œuvre une réflexion collective annuelle qui rassemble les acteurs du secteur. Donc c'est un peu ça qui nous réunit aujourd'hui. Donc merci, Madame Méal est présente pour l'ARS, on la remercie, puisque l'ARS soutient cet événement. Voilà. Vous dire un peu aussi comment s'est organisée cette journée. Je remercie quand même quelques personnes qui ont participé à un copil au sein du réseau. Donc c'est Marie Maudieu, la directrice du Temps du Regard. C'est Perrine Obensawin, la directrice du Parc. Et puis bon, j'ai participé aussi, Marion Thiraud, l'animatrice du réseau. Et puis bon voilà, on n'est pas tous présents aujourd'hui puisque mes 2 collègues ont un petit événement chacune qui fait qu'elles ne peuvent pas être présentes, mais on pense à elles. Vous dire que cette journée, elle se veut inclusive. Et je pense que pour ça, on a réussi une partie on a atteint une partie de cet objectif avec des personnes en situation de handicap, des familles, des aidants, des professionnels. Elle se veut inclusive et elle se veut interactive. Donc n'hésitez pas à interagir, je pense que c'est très important, que vous ne soyez pas juste auditeur, spectateur. Donc vous avez devant vous un micro. Si vous appuyez sur le bouton mic, vous pouvez intervenir. Alors, la salle, c'est vrai, est un peu impressionnante, mais vraiment, je pense que c'est hyper important qu'on soit le plus possible en interaction. Le choix du thème. Donc on voulait réfléchir tous ensemble sur justement des enjeux de notre secteur. Et changer peut-être ce postulat qu'on entend souvent, qui est de l'ordre de la transformation, et qui peut un petit peu apporter quelques idées un peu péjoratives. Donc on vous propose une réflexion collective inspirée du dernier rapport Pifto de février 2022, qui s'appelait « Experts, acteurs, ensemble pour une société qui change », et qui fait référence à la notion de pouvoir d'agir. Donc c'est là-dessus qu'on voulait réfléchir tous ensemble aujourd'hui, explorer cette notion, avec en filigrane un mot important, l'autodétermination. Cette journée, je voulais vous dire qu'on l'a pas voulu comme un huis clos consensuel. Donc on va vous apporter avec les intervenants des angles de vue assez variés, y compris l'angle onusien qui confronte institutions et inclusion. Pour alimenter nos échanges, on va commencer avec Monsieur Janvier, Roland Janvier, donc j'espère que je vais vous présenter comme il faut, chercheur en sciences sociales, docteur en sciences de l'information et de la communication. Et Monsieur Janvier sera grand témoin de notre journée, donc il participera aussi à animer les débats, lancer quelques questions importantes, etc. Voilà. Après la conférence de ce matin, vous aurez un temps qu'on a dénommé capsule oratoire. Donc, Guillaume le présentera, je le laisserai présenter ça, je ne vais pas dévoiler, mais on a voulu aussi créer cette journée avec des temps vraiment très variés pour qu'elle soit accessible à tous, avec des temps de conférence, des temps beaucoup plus, on va dire peut-être conviviaux, de témoignages assez forts. Donc voilà, qui mettront en lumière des professionnels et des personnes sur des actions de terrain. Un après-midi avec un marathon de World Café, où vous aurez 7 espaces thématiques où vous pourrez travailler, on se mettra en mouvement. Et puis on accueillera aussi des facilitateurs graphiques qui viendront mettre en image la synthèse de la journée. Un petit mot, et je passe la parole, sur nos partenaires. Je remercie Notre Avenir qui a organisé le café d'accueil du matin. Ce midi, sur le temps de déjeuner, c'est le traiteur Bottega Mati qui viendra et qui proposera le déjeuner.
Et puis nous avons un espace de ressources, donc nous essaierons d'organiser le déjeuner sur les espaces ressources pour que les personnes qui sont là sur les stands voient quand même du monde à passer. Donc on a l'Uriops, l'ARFAS, Unicité, Ascoria, le CREAI, le pôle ressources handicap et puis l'équipe APV, soutenue par le réseau Graal. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. Et puis je passe la parole à Monsieur Janvier pour introduire nos propos. Merci. C'est pas très facile parce que j'introduis un peu la journée, mais sans déflorer les contenus de ce que les participants à la table ronde vont dire. Donc, c'est à la fois d'introduire sans trop en dire, et puis en même temps, en réservant vraiment de la place pour ce que vous allez dire et travailler, puisque il me revient la lourde tâche d'essayer de risquer une synthèse conclusive à la journée pour essayer de voir finalement qu'est-ce qu'on a dit d'intelligent entre nous. Mais là, c'est sur vous que je compte. D'accord. En fait, pouvoir d'agir, de quoi parlons-nous? C'est vrai que cette perspective du développement du pouvoir d'agir des bénéficiaires d'un accueil ou d'un accompagnement, c'est devenu un objectif au cours. Alors, j'ai écrit des 20 dernières années, mais Arnaud Vinsonneau dira que ça remonte à plus longtemps que ça, parce que c'est pas une idée nouvelle du tout, quoi. C'est pas une idée nouvelle, mais c'est sans doute une idée forte qui tente à modifier un certain nombre de positions. Si l'objectif reste bien la résolution et l'accompagnement de situations de vulnérabilité, et pour ce qui vous concerne plutôt liées à des situations de handicap, cette orientation déplace la focale. Elle déplace la focale de ce qui était avant misé sur l'expertise de l'intervenant vers plutôt la capacité à mobiliser les ressources des personnes qui sont accompagnées. Ce déplacement de focale, il n'est pas neutre, il est même, on pourrait dire, une révolution copernicienne, c'est-à-dire on fait un tour complet et puis on repense complètement les choses. Mais en fait, de quoi parlons-nous quand on parle de pouvoir d'agir? Ce que les cultures anglo-saxonnes nomment l'empowerment, dans une signification sans doute un peu différente de nos cultures latines. Je pense que là-dessus, on pourra peut-être en reparler. Ce concept-là, je crois, doit être relié à d'autres termes. Il n'est pas isolé comme ça, mais vous l'avez déjà un petit peu dit dans l'introduction. Il est à relier à d'autres termes qui, aujourd'hui, constituent le fond de décor de la scène des mutations qui sont en cours dans le champ médico-social. Alors bien sûr, l'inclusion et son slogan, le virage inclusif, mais on aura l'occasion sans doute d'en parler. La désinstitutionnalisation, bien sûr, et derrière cette désinstitutionnalisation, la sanction que l'ONU a adressée à la France dans sa capacité à appliquer la Convention relative aux droits des personnes handicapées. La transformation de l'offre médico-sociale, bien sûr, qui est aussi un autre élément, un plan d'action ambitieux, mais là-dessus aussi, on y reviendra, mais qui incite en fait les établissements et services sociaux et médico-sociaux à évoluer vers des formules de plateformes de services. On aura l'occasion sans doute d'en débattre. Réponse accompagnée pour tous, c'est aussi un autre élément qui fait le fond de décor avec les incidences de cet objectif zéro personne, zéro sans solution. Alors l'autodétermination qui nous renvoie directement aux problématiques du pouvoir d'agir et qui sera au cœur de la journée, mais aussi les enjeux de père aidance, de travailleurs pairs, etc. En fait, créer les conditions du pouvoir d'agir des personnes accompagnées ou accueillies suppose d'agir sur plusieurs dimensions qu'on aura l'occasion de débattre, d'exposer, de débattre, de travailler entre nous au cours de la journée. On ne peut pas faire l'économie en fait d'une analyse critique qui porte d'abord sur le cadre légal et réglementaire. Ces cadres-là doivent s'ajuster, mais parce que selon les cas, ils peuvent être des freins ou des facilitateurs. Analyse critique de l'organisation des établissements et des services qui doivent se transformer pour répondre à ces nouvelles perspectives. Analyse critique des compétences professionnelles qui doivent évoluer pour s'ajuster à ces changements de position dans le rapport justement professionnel personnes accompagnées, mais aussi
et aussi l'environnement des établissements et services médico-sociaux qui doit en fait, je crois, opérer lui aussi une révolution pour que l'école, pour que le monde du travail, pour que les politiques urbaines, pour que l'univers culturel, pour que les institutions de santé, etc., soient prêtes aussi à accompagner la capacité des personnes à prendre en main leur destin, à agir par elles-mêmes sur leur vie, à développer leur capacité à faire par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Et là, on voit tout de suite qu'il y a du chemin. Finalement, vouloir développer le pouvoir d'agir induit en fait de nombreuses questions et je vous en propose ici quelques-unes. Alors, ce n'est pas une liste exhaustive, c'est quelques questions pour lancer les choses. Et je vous invite donc à ce qu'on se retrouve en fin de journée pour voir par rapport aux questions que je pose peut-être un peu naïvement ce matin. Certaines peuvent irriter, d'autres peuvent paraître être des évidences. Je vous propose de nous retrouver en fin de journée pour voir si on a avancé sur ces questions-là finalement. Comment penser, première question, comment penser le pouvoir d'agir des usagers sans y associer le pouvoir d'agir des acteurs du champ social? Et là, je pense aux établissements, services et associations qui organisent et qui sont les opérationnels de ce dispositif. Autrement dit, comment le pouvoir d'agir peut-il se développer dans un contexte normatif de plus en plus contraint pour les établissements et les services, norme qui est plutôt déterminée dans une logique top-down, dans une logique descendante, et que ça interroge finalement cette capacité des acteurs de développer leur propre pouvoir d'agir. Deuxième question, comment envisager le pouvoir d'agir des usagers dans les établissements et services, établissements et services qui ne sont pas maltraitants, si on se réfère au rapport de l'ONU, mais qui pour autant ne parviennent pas à intégrer pleinement les droits et libertés fondamentales des personnes accueillies. Autrement dit, quelles transformations devront opérer les organisations du travail social et médico-social pour répondre à ce nouveau défi? Transformations au plan organisationnel qui auront pour effet en fait d'accroître le pouvoir d'agir des établissements. Troisième question, comment promouvoir le pouvoir d'agir des usagers sans concomitamment penser le pouvoir d'agir des professionnels qui les accompagnent? Ça, c'est une question tout à fait sensible en ce moment. On sait que la situation est très tendue. On est dans un certain nombre d'effets, les suites du Ségur, etc. L'attractivité, enfin, je ne développe pas. Autrement dit, quelle évolution des compétences sont aujourd'hui nécessaires pour que les travailleurs sociaux passent du faire pour au faire ensemble? Et pour cela, quelles marges d'autonomie leur sont aujourd'hui nécessaires? Marges d'autonomie qui sont sans doute à créer, qui n'existent peut-être pas totalement aujourd'hui. Dernière question, mais vous en trouverez d'autres, je compte sur vous. Comment replacer ou comment placer l'action sociale au cœur de la cité pour que le pouvoir d'agir des personnes vulnérables soit réellement un vecteur de développement social? Autrement dit, comment faire de la promotion du pouvoir d'agir un levier de transformation des espaces sociaux? Transformation de l'école, transformation de la formation, transformation du travail, de l'habitat, de la santé, etc., etc. J'ai conscience que ces questions nous entraînent peut-être dans des considérations très générales, dans un questionnement très large qui peut sembler un peu éloigné des problèmes quotidiens qu'on rencontre dans les établissements et services. Elles n'ont pas pour fonction de théoriser ou d'intellectualiser le débat, mais plutôt de nous donner une grille de lecture, un peu en position haute, en position méta, une grille de lecture qui, au cours de nos échanges, devrait nous permettre de ne pas perdre de vue, dans les détails qui nous occupent tous les jours, les questions sociétales que pose cette problématique du pouvoir d'agir. Parce qu'il me semble, et je terminerai sur cette conviction, il me semble que créer les conditions du pouvoir d'agir suppose, pour moi, de s'interroger sur le genre de société que nous voulons construire.